Action? J'ai toujours rêvé de faire ça. Fini de courir. En même temps, c'est l'heure. Si c'est l'heure, on va y aller. Je change de ça fera plus sérieux. Bonjour à tous. Bienvenue. Il faut parler dans le micro. Ça va être mieux comme ça? Oh là. On va se faire des passes alors. Ok. Donc rebonjour. Bienvenue à notre session pour l'Agile Tour Brest 2015. On est content de revenir pour la deuxième année. Alors nous, on va parler un peu de culture, même s'il y a un monsieur qui aura très bien parlé ce matin. Et on va voir que la culture, c'est bien, mais des fois, on n'est pas dans des environnements simples. Et du coup, la stratégie, c'est peut-être un axe également sur lequel on peut s'appuyer pour faire au mieux notre travail. C'est à peu près l'idée du truc. Donc on va aborder un peu ces deux thèmes et puis discuter un peu de voir comment ça peut se mettre en œuvre dans un contexte agile, évidemment. Un grand merci aux sponsors. Une fois de plus, on en reparlera dans 2 minutes quand on va se présenter, mais on organise également des événements. Julien comme moi, donc on est conscient de l'effort que ça demande et de l'investissement très bénéfique de ces sociétés. Donc encore merci à elle. Monsieur X? Monsieur X, c'est moi. Bonjour, alors je m'appelle Julien Fallet, je travaille dans une société de services qui s'appelle S2I et je suis consultant agile. En fait, depuis 4 ou 5 ans, même un peu plus, on développe pour nos clients des approches agiles. Donc on a mis en place des formations, on a mis en place de l'accompagnement. Enfin, on a fait notre chemin dans l'agilité, on a construit des éléments. Et donc moi je suis une des pousses, il y en a d'autres derrière qui sont là pour proposer à nos clients les approches agiles pour qu'ils puissent en tirer les bénéfices. Donc si je suis Monsieur X. Moi je suis Monsieur Y. Une sorte de génération, tout ça, il est vieux, je suis jeune, c'est bon. On va pas entrer dans les détails. Donc Mathieu Barbereau, moi je fais le même travail que Julien, dans une autre société. Ce que j'aime dans ça, c'est que on a l'opportunité tous les jours, avec le travail qu'on fait, d'aller discuter avec les gens, d'aller voir un petit peu les souffrances et essayer d'accompagner à surmonter un peu tout ça. On apporte des choses, on échange, on écoute, on reçoit, on redonne, et au final, c'est ce qui est très intéressant dans ce métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on continue là-dedans, et on croit que l'agilité est un bon moyen de faire notre travail. Voilà pour nous, très rapidement. Alors accessoirement, oui, on est aussi organisateur d'Agile Tour Rennes, on est membre d'Agile Rennes, etc. Donc si jamais vous venez un jour sur Rennes et vous voulez parler agilité, n'hésitez pas, il y a un site internet, un bureau, tout ce qui va bien. Ok, pourquoi cette conf aujourd'hui? Quand on intervient chez nos clients, dans des équipes, qu'on vient présenter l'agilité, on vient former, on vient accompagner notre travail, on a souvent la même rengaine. Ah, c'est bien quand même. Ouais, ça pourrait changer des choses. On le fait déjà un petit peu, on adhère aux valeurs, on adhère aux principes. Non, vraiment, on est fan. Vraiment, c'est très très bien. Par contre, chez nous, c'est compliqué. Ça va pas marcher chez nous. Mais vraiment chez nous, parce que chez nous, dans notre société, on a vraiment un truc spécifique qui fait que dans les autres, ça peut le faire, mais chez nous, c'est très très compliqué. Et ce qui est marrant, c'est qu'on le rencontre à peu près partout. Donc le monde doit être compliqué, j'imagine. Donc notre environnement ne nous permet pas d'être agile. Alors on va pas revenir sur ce que c'est l'agilité, hein, c'est pas l'objet, mais bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, c'est remettre l'individu au centre, la relation avec le client, le succès, la qualité, toutes ces valeurs. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat, ok, c'est très bien, mais chez nous c'est compliqué, on fait quoi? On arrête? On va pas plus loin? Non, chez nous c'est compliqué, donc on fait pas.
serait un peu dommage quand même. C'est bien, mais satisfaire un client, ouais, non, chez nous, c'est compliqué. Travailler en équipe, c'est compliqué. Donc on en parle un peu ce matin avec Thibaut, hein. On a de plus en plus ce phénomène, entre guillemets, d'entreprises libérées, de changer un petit peu nos manières de travailler, d'échanger ensemble. Et aujourd'hui, les sociétés qui ont réussi à provoquer le changement qui permet d'adopter une culture agile, en quelque sorte, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, il y en a très peu parce que c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande une prise de conscience. On va en reparler. Et en attendant, on a quand même une vie, on a quand même des projets, on a quand même des choses qu'on doit faire tous les jours. Et tout ça, ça prend du temps. Et on fait quoi en attendant? Comment on fait quand même pour s'améliorer, pour apporter un petit peu plus à nos projets, à nos équipes au quotidien? Et c'est ça qu'on va vouloir aborder du coup aujourd'hui. Donc on va reparler un petit peu de la culture, on va revenir sur les notions de culture à travers quelques fondamentaux, et puis après on développera les axes stratégiques. Alors, pourquoi ce slide sur l'utopie? C'est que finalement, pour la petite histoire, quand on a proposé cette session à Gilles Rennes auparavant, les premiers retours qu'on a eus, c'est quelle est votre approche par rapport à l'utopie? Ok, vous nous proposez un aspect stratégique, mais c'est bien. Comment vous vous positionnez par rapport à l'utopie? Alors, l'utopie, c'est l'occasion de remettre quelques éléments au centre. C'est qu'une utopie, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est juste un endroit, quelque chose qui n'a pas de lieu. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer ce lieu dans lequel il va pouvoir se réaliser. Donc, ce qu'on ne souhaite pas aujourd'hui, c'est vous proposer, vous décrire le monde parfait, merveilleux dans lequel l'agilité, vous devriez fonctionner. Au contraire, c'est vous dire, ce lieu pourrait exister. Comment on fait pour construire le chemin qui va nous y amener? Donc un constat plutôt pragmatique. Basé sur quoi? Sur sur le fait que finalement, ce que chaque société souhaite développer chez ses salariés, c'est un esprit l'empowerment, le fait que chaque membre de l'équipe, chaque personne va apporter un maximum de lui-même à l'entreprise. Donc ça passe par des capacités à traiter l'information, des capacités de décision, des capacités d'autonomie, et donc des comportements également qui y sont associés. Est-ce que ce sur quoi toutes les sociétés sont en phase, c'est que c'est bien ce dépassement de soi, ce petit supplément d'âme que chacun de nos salariés va avoir à un moment donné sur nos projets, qui va faire que notre entreprise sera performante. Après, l'approche, comme Thibault en parlait ce matin, va être différente. Comportement et capacité, ça nous invite à nous dire, voilà, on veut développer chez nos salariés des comportements. Il y a un modèle, le modèle de Robert Dills, qui vient nous expliquer que finalement, si je veux obtenir des comportements particuliers, eh bien, je ne vais pas non pas travailler au niveau comportemental, donc ici, mais je vais travailler soit au niveau des capacités, je donne la capacité, donc je forme mes équipes pour qu'elles aient la capacité d'avoir les comportements que je souhaite, et je les place dans un environnement dans lequel elles vont pouvoir développer ces comportements-là, à l'aide de capacités, dans un environnement qui va être favorable. Donc là, on est dans le domaine du faire. Pour rester pragmatique, on va rester dans ce domaine-là. On en parlait ce matin, Thibault en parlait ce matin, il y a aussi un alignement. Si, en plus de mon environnement, de mes comportements et de mes capacités, je suis aligné avec mes valeurs, avec mon identité, avec mes croyances, effectivement, je suis à l'endroit où je dois être. Nous, on va se concentrer sur la partie faire, donc sur les comportements, comment créer l'environnement qui va être favorable au développement des bons comportements, et puis quelles sont les capacités dont je vais avoir besoin, quelles sont les capacités que je vais devoir développer. Parce que derrière ça, on a des études, on a quand même des gens qui réfléchissent un petit peu, heureusement, et on se rend compte que les freins pour l'adoption de l'agilité, c'est on n'a pas le soutien de la direction. Pourquoi l'agilité ça marche pas? La culture de l'entreprise n'est pas adaptée.
et on n'arrive pas à changer la culture de l'entreprise. Ça, c'est des freins qui viennent un peu du terrain, on va dire, des équipes. Et donc l'idée, c'est d'aller voir un petit peu comment aller au-delà de ça dans notre vie de tous les jours. Enfin, on ne peut pas parler de culture et d'agilité sans évoquer ce brillant bel homme ici, qui s'appelle Michael Saota, que vous connaissez peut-être pour certains, qui a fait tout un petit livre blanc sur la transition, la transformation, en abordant justement la partie un peu culturelle. Je n'ai pas de recul. Et donc il nous a présenté ce modèle qui est le modèle de culture qui est tiré de Wilhelm Schneider. Alors, et en essayant de rajouter pas mal de petites choses et de faire des liens avec l'agilité. Comment on peut lire ce modèle? On a deux axes. Un premier axe horizontal, donc orienté d'un côté sur les personnes, de l'autre côté sur l'entreprise, et un axe vertical qui est orienté réalité par rapport à la possibilité. Qu'est-ce que nous dit le modèle? C'est qu'en général, votre entreprise a une culture dominante. Une seule culture qui est vraiment dominante. Donc ça peut être la culture de contrôle ou la culture de compétence. On va favoriser voilà, les techniques, on va être le plus fort techniquement, on va être voilà, le plus compétent possible dans notre domaine métier. Une culture de collaboration. Voilà, nous, notre force, c'est d'arriver à mettre les gens ensemble, d'arriver à les faire travailler pour créer une émulation et tout ce qui peut suivre. Et enfin, tout ce qui est culture, arriver à faire grandir les gens. Donc voilà, les entreprises ont une culture dominante, et à côté de ça, ben, elles vont aller piocher dans chaque autre partie des petites choses qui vont lui permettre de s'améliorer. Donc si vous prenez le souci qu'on peut rencontrer du coup, c'est que quand vous êtes dans une société dont la culture majeure est le contrôle, ce qui n'est pas vraiment en phase avec les valeurs de l'agilité, ou qui est complètement orienté sur les compétences, et du coup on met un petit peu de côté. Alors on fait un petit peu de collaboration, on dit ouais, des fois on fait du team building, on fait des réunions, ouais, ok, c'est bien, mais c'est pas ça une culture agile. C'est pas aller prendre un petit peu comme ça, dire ouais, si votre culture est très entrée contrôle, hiérarchie, etc., l'agilité va forcément avoir du mal à se déployer, ça va pas être naturel. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de dire qu'on est une entreprise agile parce qu'on fait des projets en itération. Donc la question c'est comment on fait pour aller un peu au-delà? Reviens sur le modèle. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas de mauvaise culture, il n'y a pas de mauvais type de culture. Elles sont adaptées ou pas à leur domaine. Une culture du contrôle dans une société ne va pas être adéquate avec une volonté de développer l'innovation. C'est ça que nous dit le modèle. Et si je constate que je suis dans cette culture-là, si je veux vraiment apporter un shift, aller vers l'innovation, il va falloir que je me déplace dans cette grille-là. Et ce que nous dit Schneider, enfin ce que nous dit Michael Saota, c'est ce qu'il a observé, c'est que si je suis dans une culture, on va dire dans le cadran en haut à droite, je vais pouvoir aller explorer un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Mais en aucun cas, je vais aller complètement à l'opposé de ma culture. Et encore, quand je m'aventure en dehors de ma culture primaire, il va falloir que j'y aille doucement. Ce qui explique, effectivement, quand il y a une opposition comme ça entre les valeurs de l'agilité, entre la culture qui va favoriser l'agilité et la culture que j'ai dans mon entreprise, ça explique pourquoi, dans les études, remonte le fait que la culture va être un frein à l'adoption de l'agilité. Donc moi, j'adore la culture, j'adorerais participer à des transitions où voilà, on a le soutien de la direction, où on dit voilà, on va changer, on reboot notre société, on va partir sur un nouveau modèle, on recommence, on rase tout, et on recrée une nouvelle culture, on se base sur les valeurs agiles. Seulement, ça ne se passe pas toujours comme ça, voire ça se passe très rarement comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? On part sur la stratégie et on réduit notre zone, enfin notre ambition. On ne va pas s'étendre à l'ensemble de l'organisation et on va se restreindre à la bulle du projet. L'idée derrière, c'est essayons de trouver du sens là où on arrive à en mettre à notre niveau.
Pour parler de stratégie, on est parti avec plusieurs guides, parce que c'est pas forcément notre domaine à base de prédilection. Donc on a utilisé 2 guides qui nous ont amenés à voir un petit peu ce que la stratégie pouvait nous proposer. Le premier guide, c'est une statue qui représente un monsieur qui s'appelle, enfin un monsieur, oui un monsieur, qui s'appelait Sun Tzu. Je sais pas, il y a des gens qui connaissent Sun Tzu? Ouais. Ok, ça marche. Alors, exactement, l'art de la guerre. Sun Tzu, c'est un général chinois, 6 ou 7e siècle avant Jésus-Christ, donc ça remonte assez longtemps, qui était donc général des armées. C'était un peu le bazar à ce moment-là, dans l'Empire du Milieu, et qui était célèbre justement par son traité de l'art de la guerre, qui expliquait en 12 ou 13 principes à peu près quelles stratégies au pluriel peuvent vous permettre de remporter les victoires. Comment on peut se servir de la stratégie pour réussir à avancer à pas mal de niveaux, on va dire. Ouais, je sens ma transition, je vais assumer. Ce qui est super intéressant avec Sun Tzu, c'est que c'est quelque chose qui est très très vieux, qui a été retravaillé, surtout qui a été réutilisé jusqu'au XXe siècle par des différents chefs de guerre pendant les guerres. Et même des philosophes du XXIe siècle lisent l'art de la guerre. Donc pour vous dire que on a vraiment des gens très très performants qui utilisent aujourd'hui l'art de la stratégie pour développer leur stratégie commerciale, publicitaire, tout ce que vous voulez. Deuxième guide. Oui. Alors, à l'origine de cette présentation, il y a aussi une présentation qui date un petit peu de 3 ans, 2012, à Montpellier, à l'Agile Tour. Alors, l'Agile Tour, si vous ne connaissez pas, c'est des conférences un peu partout dans le monde autour de l'agilité et qui font étape dans différentes villes au fur et à mesure, et ça se passe plutôt en automne. Et donc, la personne qui est là en haut à droite, Alexis Beuve, a rencontré Pablo Perno, qui est un agiliste assez connu, et ils ont discuté autour de la stratégie du product owner. Ils ont fait toute une présentation là-dessus, et nous, on voulait aller un petit peu plus loin, à partir de leur base, et aller voir comment ça s'inscrivait dans nos pratiques à nous. Donc, Alexis Beuve, c'est pas un agiliste, c'est pas quelqu'un qui est dans le développement, il est éditeur, et dans le jeu. Et notamment, il a sorti des livres de stratégie sur les échecs et le jeu de Go. Et des livres de très haut niveau. Il s'est rendu compte finalement que 2 champions qui jouent à des jeux différents, donc les échecs pour l'un, pour l'autre, le Go, face à une même situation, quand on fait l'évaluation de la situation, quand on regarde comment est-ce qu'ils sont en avance ou en retard dans leur développement ou par rapport à la situation là, eh bien, on va se rendre compte qu'ils vont avoir 2 stratégies complètement opposées alors qu'ils se retrouvent dans la même situation. Et donc, c'est autour de ce constat-là qu'ils ont développé ce que tu vas présenter juste après. Quelles sont les étapes d'une décision stratégique? Donc on va y venir à partir de là. Les 2 actions qui sont possibles, finalement, à partir du moment où on rentre dans l'axe de la stratégie, c'est: est-ce que je vais augmenter mon exposition, je prends des risques, ou au contraire, est-ce que je vais consolider et donc diminuer mon exposition au risque? Donc derrière ça, il a défini tout un listing en plusieurs étapes qui permet d'arriver justement à faire ce choix. Aujourd'hui, mon projet ou mon jeu, ce nom on va le transposer au projet, est dans une situation, il y a un historique, voilà, aujourd'hui on est là, comment on fait? Première étape, c'est un changement stratégique dans un projet ou dans un jeu, ça n'intervient pas tout le temps. Il y a des moments clés. Donc, première étape, c'est identifier le moment où on va devoir prendre une décision pour avancer ou pour consolider. On va voir. Deuxième étape, on va évaluer notre position. À plusieurs niveaux, matériel, temporel, spatial. Comment aujourd'hui on est identifié sur ces points-là. Troisième étape, on va faire l'analyse conjoncturelle. Est-ce que par rapport à mes engagements, mes contraintes, etc., est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis à l'équilibre ou est-ce que je suis en retrait? Comment je me situe?
On va voir un exemple juste derrière. Quatrième étape, on voit comment on est exposé par rapport au risque, quelle option on a, comment on va pouvoir évaluer notre incertitude. En gros, on essaye de regarder un petit peu autour de nous et puis de voir un petit peu où sont les leviers qui vont nous permettre d'avancer. Et enfin, dernière étape, on a pris le temps de vraiment évaluer notre situation de manière globale et on fait un choix. Et quand on prend un choix, on s'y tient et on avance jusqu'au prochain moment clé qu'on aura identifié. Juste avant ton exemple. Petite précision sur la stratégie, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé. La stratégie se différencie de la tactique. La stratégie, quand je fais un choix stratégique, c'est un choix qui va m'engager, sur lequel je ne vais pas avoir de retour possible. Autre précision, faire le bon choix stratégique ne vous assure pas le succès. Un choix stratégique qui prend en compte l'incertitude, le risque, tout le brouillard finalement, et il nous dit, voilà, je vais adapter la bonne exposition au risque par rapport à la situation telle que je la vois aujourd'hui. Un exemple pratique ? Ah oui. Je pensais que c'était toi. Question simple. Je suis responsable d'un projet qui engage l'avenir de la société. Et oui, ça se voit pas. Et j'ai un comité de pilotage dans 2 jours. Je suis en train de préparer mon jeu de slides, parce que je ne suis pas encore agile. Et ce que j'ai comme indicateur, c'est que 80% du temps est passé et que mon avancement est de 70%. Donc j'ai réalisé 70% des choses que j'avais à réaliser. Et le temps, lui, s'est écoulé un petit peu plus vite que prévu, et on en est à 80%. D'après vous, comment vous sentez-vous si vous étiez cette personne-là, avant d'aller à son comité de pilotage ? Plutôt pas mal ? C'est l'expérience, ça. D'autres Oui, on peut ressentir ça. Oui. Comment je vais justifier cette situation ? Est-ce qu'on est plutôt en retard, du coup, si je comprends bien ? Un petit peu en retard, beaucoup en retard ? Un peu en retard. Vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus ? Ouais, on lève la main si on est d'accord. Un petit peu en retard. Si vous êtes d'accord, vous levez la main. Pour ceux qui n'ont pas levé la main, c'est... Ok. Ça commence à négocier. Ok. Je vous propose de mettre ça de côté, puis on y reviendra un petit peu plus tard. Ouais. Merci. Ce qu'on va voir maintenant, c'est on va essayer d'appliquer un peu sur des projets qu'on a vécus, les étapes là, qu'on a vues précédemment, et voir un petit peu comment ces mettre en tête peut nous aider à avancer sur des projets. Je vous refais le contexte. Projet de 4 mois à peu près, 4-5 mois, fallait faire un POC industrialisable, c'est le terme exact. C'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Avec une mise en prod non décalable, évidemment, grosse contrainte technique, parce qu'environnement qu'on ne connaissait pas du tout, truc de réseau, sonde, etc. Maîtrisait pas du tout. Un client nerveux, et un process client qui était bien figé. Donc, on va faire ça de manière agile. Ça démarre bien. Donc on part sur une première phase exploratoire, comme tout mon projet. On a fait 2 itérations de 2 semaines pour commencer à défricher un petit peu, voir un petit peu où on mettait les pieds, commencer à alimenter un petit peu nos connaissances techniques du problème. Et là, on arrive à notre premier moment clé. On n'a pas tout appris. On a appris des choses quand même. Donc se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on sait qu'on n'a pas tout appris
Et on va continuer à faire un petit peu de POC, on va continuer à avancer un petit peu pour essayer d'en apprendre encore un peu plus. Donc on consolide en fait, parce on n'est pas assez serein. Soit on essaye d'attaquer et on se dit ok, on va pas faire non plus un cycle en V, on a dit qu'on travaille de manière agile, donc on a des hypothèses à lever, on va commencer à construire le produit. On va avancer, on va commencer à développer pour lever encore plus ces incertitudes, parce qu'en 2 semaines, on a eu assez d'informations pour nous permettre de prendre cette décision. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, où on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on est assez serein? Est-ce que techniquement, on est assez au point? Est-ce que niveau organisation, on est prêt à y aller? Alors du coup, ça casse un peu le process de mon client. Bon, on a discuté avec lui, on lui a fait comprendre voilà, la stratégie agile qu'on voulait mettre derrière ça, comment ça a produit Et finalement, il nous a écoutés, ce qui était super sympa. Donc on s'est dit, on attaque, on se lance dans la réalisation. Il fallait savoir qu'attaquer, ça veut dire toutes les 2 semaines, on mettait en pré-prod chez les clients de mon client, qui sont des grosses boîtes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, donc on fait nos itérations, on développe, on fait plusieurs itérations. On a un client qui était plutôt satisfait, ça se passait très bien. Une équipe marketing qui faisait évoluer ces changements, mais on les prenait en compte. On travaille de manière agile, aucun souci. On arrive à quelques itérations de la fin. On n'a pas tout fait, évidemment, parce qu'on avait un backlog qui était monstrueux de la part du marketing, qui a mis des choses de côté, qui a fait bouger, etc. Donc, arrivé à 2 itérations, second moment clé. Pourquoi moment clé? Parce qu'on a 2 solutions. Soit on a eu du feedback de nos utilisateurs, on a eu des retours parce qu'on a livré fréquemment, soit on traite ces feedbacks et on améliore ce qu'on a déjà fait. Dans ce cas-là, on consolide notre position en disant on va pas partir sur des nouveaux trucs très compliqués, on va avoir du feedback juste à la fin, on va être obligé de faire des trucs à l'arrache parce qu'on a une mise en prod qui est non décalable pour cette première version. Ou alors, voilà, on attaque et on rajoute de la fonctionnalité pour faire plaisir au marketing. C'est les 2 possibilités qui s'offrent à nous, encore une fois. Et là, on s'est dit, là, c'est trop dangereux. Notre position, elle n'est pas sereine. Si on part là-dedans, on s'expose à un risque qui est trop important pour nous. Parce que on ne sait pas après comment peut se passer la mise en prod. Si on en fait trop, on va avoir moins de retours utilisateurs, on a peut-être des bugs qui vont apparaître, on aura grillé quasiment tout notre budget pour rajouter de la fonctionnalité. Donc aujourd'hui, c'est dangereux. On a travaillé de manière agile, donc on a fait les choses les plus importantes au début, on a apporté un maximum de valeur ici. Consolidons la valeur, en essayant d'apporter un peu la cerise sur le gâteau, ce qui va être le petit plus, plutôt qu'aller s'exposer à un risque. Donc voilà, donc tout au long du projet, c'est identifier les moments clés et suivre les étapes selon notre position, selon ce qui s'est passé. On voit, on attaque ou on consolide. Donc l'idée, c'est évidemment d'attaquer au bon moment et de consolider au bon moment. Et comment l'agilité va nous aider à faire ça? Et voilà. Et on reprend notre premier guide, Sun Tzu, qui nous dit pour régner, il faut diviser. Alors nous, on ne cherche pas à régner, on cherche à maîtriser. Donc on va diviser pour maîtriser. Et on va diviser quoi? L'investissement. On va avoir une trésorerie et des débits. Voilà, je vais avoir des coûts. Je peux aussi avoir un ROI, donc je peux avoir des entrées. Mais je ne vais pas avoir juste l'enveloppe de mon budget. Je considère l'ensemble. J'ai cette pensée-là et je divise. Au niveau des équipes, on va aussi diviser les équipes de manière à avoir des équipes qui sont réduites et pluridisciplinaires. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir des équipes de spécifieurs d'un côté, de développeurs de l'autre. Non, je vais avoir des équipes qui vont être mélangées, dans laquelle on va avoir une taille qui est petite et qui va favoriser la communication. On va diviser les rôles. Finalement, mon chef de projet, je vais le répartir sur 2 personnes. Je vais avoir le Scrum Master qui va être là pour cultiver l'équipe, pour cultiver l'environnement, pour développer ces éléments-là, s'assurer que la méthode choisie est bien mise en place, qu'on respecte les valeurs. Et un Product Owner qui va, lui, être complètement focalisé sur la réalisation, la démarche, la stratégie, ou sur du développement de son produit. Et qui est responsable du retour sur investissement de la trésorerie qu'on lui a confiée.
Pour ça, le produit il va être divisé, encore une fois, de deux façons. L'aspect temporel, pardon. On va avoir des phases qui vont se succéder. On va avoir au début une phase qui va être plus exploratoire, des phases de production, et après des phases où le produit est à disposition, où on rentre dans une autre dimension du produit. Dans chacune de ces phases, on va retrouver une succession de sprints. Donc chacun aura une valeur. Donc finalement, on va diviser le produit dans l'axe temporel, mais aussi dans l'axe de la réalisation. On va retrouver les fameuses user stories. Les user stories, c'est ce que l'on a réalisé, et on va, par rapport à la vision que j'ai de mon produit, que j'ai partagé, sur lequel j'ai gagné mon budget, eh bien, par rapport aux utilisateurs pour qui je veux travailler, je vais décomposer mon besoin en user stories qui sont indépendantes. Le fait de diviser comme ça implique une responsabilité qui est d'avoir une considération d'ensemble. Donc, tous ces éléments, on les divise. Par contre, il faut que de ces éléments répartis émerge un tout. Si j'ai un impact sur l'équipe, ça peut se répercuter sur le côté produit. Si j'ai un impact côté temporel, ça peut avoir un impact côté investissement. Donc il faut avoir une vision complète du produit. Donc le fait de faire ce travail-là, ça nous permet de nous doter finalement d'une capacité d'évaluation par rapport à l'agilité. Je continue. Donc, que nous dit Sun Tzu? Encore une fois, connais-toi toi-même et connais ton ennemi. Alors, connais-toi toi-même, on vient de le voir finalement, le fait de diviser et d'avoir conscience que chaque élément est lié d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins visible les uns aux autres, ça nous permet de mieux nous connaître sur la façon, sur notre capacité à produire, notre capacité à être innovant. Connais ton ennemi, ça c'est un peu plus compliqué à transposer dans notre domaine. Et ce qu'on a assez clairement identifié, c'est que c'était le stock de fonctionnalités ou le stock de code. Finalement, nos utilisateurs, ce qu'ils se demandent, ce n'est pas du code, ce qu'ils demandent, c'est des services, des éléments. La quantité de code qui est derrière le service qu'ils leur est proposé ne leur importe plus. Donc, quand on a une vision un petit peu stratégique de notre développement, de notre DSI, on va se dire, en plus, le code, ça coûte cher à produire, ça coûte cher à maintenir. Enfin bref. Notre ennemi qu'on a identifié, c'est le stock. Un autre, c'est la partie produit. En fait, ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas à développer un maximum de fonctionnalités, c'est à rendre des services à nos utilisateurs. Donc, ce qu'on va essayer de faire pour maximiser finalement la vérification des hypothèses qu'on se pose quand on est au début de notre produit, de notre projet, ou au fur et à mesure qu'on découvre des choses, c'est à produire de la valeur, et c'est-à-dire à identifier quelles sont les fonctionnalités que je dois implémenter, des fonctionnalités qu'au contraire je ne dois pas développer. Il est facile de toujours dire oui, voilà, il faudra ajouter ceci, il faudra ajouter cela, etc. Mon rôle, moi, en tant que product owner, de stratège du produit, justement, c'est d'identifier quelles sont les fonctionnalités qui vont vraiment de la valeur et de dire non aux autres. Donc, j'identifie mon ennemi autour de, finalement, ces deux axes-là, enfin, autour du stock et de la partie fonctionnalité et code. Comment on procède? Sun Tzu nous dit, finalement, et c'est un peu l'invitation de l'agilité, c'est si je me concentre sur coût, qualité, délai, si j'en choisis une, les deux autres vont en pâtir. Donc il faut que je trouve une façon, parce que j'ai besoin des trois. J'ai besoin de respecter mes coûts, j'ai besoin de respecter mes engagements en termes de délai, et j'ai besoin d'avoir des éléments de qualité. Enfin, du développement itératif et incrémental. Si je n'ai pas une qualité suffisante, je suis en train de construire un château de cartes qui va s'écrouler au moindre coup de vent. Donc j'ai besoin des trois. Et donc, on se défocalise finalement de la partie coût, qualité, délai pour se focaliser sur ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, sur la partie humaine. Donc, au sein de mon équipe, je vais créer finalement des valeurs d'équipe. Je vais créer une culture d'équipe.
dans laquelle on va faire émerger les comportements que je n'arrive pas à faire émerger au niveau de mon organisation. Donc au sein de ma bulle produit, je vais faire finalement le boulot que j'aimerais pouvoir faire au niveau de l'organisation. Et je vais me concentrer sur 3 éléments. Au côté produit, comme je le disais, j'essaie d'apporter un maximum d'impact à ce que je montre, ce que je démontre à mes utilisateurs. Je vais limiter le travail en cours, donc je vais savoir sélectionner et dire non à certains éléments pour faire en sorte que mon équipe travaille de manière assurée à un rythme soutenable et donc produire de la qualité. Et dernière chose, je forme mes équipes parce qu'elles ont besoin de savoir. Ce n'est pas parce que moi, en tant que manager, je suis formé à l'agilité que ça va fonctionner. Il faut que l'ensemble de mes équipes comprennent pourquoi on met en place ces éléments-là, quelle est leur place, quels sont les nouveaux repères, comment on avance ensemble. Je parle de l'agilité, dans tous les domaines, c'est pareil. On a besoin de nourrir les personnes pour que les personnes puissent à leur tour nourrir l'entreprise. Et c'est un peu la conclusion enfin la conclusion. La finalité, c'est créons l'espace, créons une culture au sein de l'espace qui nous est donné, ajoutons de la stratégie, et puis allons-y, avançons, attaquons, et point très important, une stratégie est possible avec un environnement. Dans un autre environnement, ça ne va pas être la même stratégie. C'est-à-dire qu'un environnement projet différent, une équipe différente, un produit différent, ne répétons pas la même stratégie. On a vu des projets qui sont vendus, tiens, ça marchait comme ça sur un projet, on va revendre la même chose, on va fonctionner de la même manière, mais c'est-à-dire la stratégie elle disparaît. C'est là où on prend une méthodologie et on l'applique bêtement et méchamment sur n'importe quel projet en se disant ça marchait pour l'un, ça marchait pour l'autre. Alors que c'est pas comme ça que ça marchait. On va se baser sur les mêmes valeurs, on va se baser sur les mêmes pratiques. Par contre, si on veut arriver à faire grandir un peu tous ces éléments, toute cette culture, va falloir qu'on essaye de renouveler un petit peu et d'adapter en fonction des environnements dans lesquels on va se trouver. Et donc pour tout ça, on va se servir un peu de tous ces éléments. La rétrospective est là pour ça. Les personnes, c'est un peu le résultat. Elles vont sortir d'un environnement qui était favorable pour aller dans un autre environnement moins favorable, et c'est à elles justement d'aller polliniser, d'aller un petit peu amener ça pour apprendre ou au moins distribuer ce qu'elles ont vécu. Ouais. En fait, une des grandes questions qui se posent, c'est la question de la redistribution. Moi, en tant que manager, j'ai un pouvoir qui m'est conféré par les personnes qui travaillent avec moi. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais de ce pouvoir-là? Est-ce que je le capte et je le garde, c'est mon pouvoir? Ou est-ce que je le redistribue pour réalimenter la machine et alimenter le cercle vertueux? C'est un des enjeux des entreprises libérées, quelque part. La question où ça bloque, généralement, c'est OK, on s'est tous améliorés, on travaille mieux, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On licencie 20% des effectifs parce qu'on n'en a plus besoin? Ou est-ce qu'il y a une redistribution à ces salariés? Et sous quelle forme? Et l'actionnariat, etc., etc. Toutes ces questions-là, qui viennent généralement un petit peu après, et qui sont fondamentales finalement pour que l'entreprise et les individus qui constituent l'entreprise soient alignés et aillent dans le même sens. On y revient. On l'avait dit. Alors là, je n'ai pas le tableau blanc, donc je ne vais pas pouvoir faire mes petites formules. Donc je vous rappelle l'énoncé, c'est 80% du temps est passé et 70% du travail a été réalisé. Alors, allons-y, évaluons la situation. On va se mettre dans le domaine de l'agilité parce que j'ai un peu oublié comment ça marchait le cycle en V. Et en fait, je vais me concentrer sur le reste à faire et pas sur ce qui s'est passé.
En gros, il me reste 20% du temps. Si j'avais 10 sprints, ça veut dire qu'il me reste 2 sprints. OK? Pour réaliser, si j'avais 1000 points à réaliser, pour réaliser 300 points. On est d'accord? Par contre, je vais quand même m'intéresser à ce qui s'est passé. Parce que, par exemple, je peux calculer combien j'arrive à produire à chaque sprint, en moyenne. Donc, j'ai passé 8 sprints sur lesquels j'ai créé 700 points. C'est-à-dire que ma vélocité, elle est autour de 80 points. Je vous laisse calculer. Donc, ça veut dire que j'ai 2 sprints pour produire 300 points, alors que j'ai une équipe qui avance à peu près à 4 heures. Ça veut dire que je peux faire 160 points. Donc, ce n'est pas un petit peu en retard, c'est je suis très en retard. Il est impossible de tenir les objectifs, le périmètre qu'on s'était fixé au début. OK? Et c'est pas en disant je vais rajouter des personnes. Et c'est pas en disant on va travailler le week-end, ça ne marchera pas. J'ai besoin que l'équipe elle travaille à plus de 150% de sa capacité. Que ça ne fonctionnera pas. Eh bien, tout ce qu'on vous a présenté là, ce sont des outils tactiques, une vision stratégique qui vous permettent d'une part d'éviter de vous retrouver dans cette situation-là. C'est-à-dire que ce n'est pas à 80% du projet que vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas pouvoir tout faire. Dès le début, tout au long du projet, il y a des outils qui permettent de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire, et d'être raisonnable, d'attaquer au bon moment ou de consolider si on en a besoin. Donc d'une part, je ne vais pas attendre la fin du projet pour savoir que je suis dans cette situation-là. D'autre part, je ne sais plus qui en parlait, la partie valeur, impact, le fait que je priorise, que je choisisse, que je construise des éléments cohérents à chaque itération, font que finalement, ce que j'ai construit, c'est peut-être que 70% de ce qu'il y avait à faire, mais c'est les 70% qui ont le plus de valeur pour moi. Parce que j'ai fait l'effort de travailler sur la valeur. Généralement, on parle de ROI, on se concentre sur l'effort et on oublie la valeur. Et le ROI, c'est la valeur et l'effort. Donc le fait d'utiliser les outils que l'agilité nous propose pour définir une valeur et l'utiliser tout au long, va me permettre que même si je me retrouve dans cette situation-là, eh bien, je vais avoir finalement, c'est presque un succès parce que j'ai 85, voire 90% de la valeur qui a été produite. Et donc, sur les 2 sprints qui me restent, eh ben, je vais pouvoir sélectionner effectivement la finition qui va bien pour avoir une production de qualité. OK? Vous avez un commentaire par rapport à ces éléments? Super. What else? On est à l'heure, Ronan? Super. Du coup, on arrive à la fin. On a 2 solutions d'un point de vue stratégique. Soit on garde 5 minutes pour les questions et on renforce notre discours. Soit on pourrait aussi continuer à parler d'expérience projet et attaquer à en rajouter une couche. Tais-toi, chut. Ce que je vous propose, c'est... On a parlé déjà pendant 45 minutes. On vous laisse 5 minutes si vous avez des questions. Et après, si vous voulez discuter d'autres sujets dehors, n'hésitez pas, on est là une bonne partie de la journée.